Études policières? Criminologie. Passionné de cybersécurité. Et qui est maintenant chez Hydro-Québec depuis 2011. Ouais, c'est ça, je me suis pas trop trompé. Qui travaille dans l'équipe de sécurité, en opération. Et puis, qui vient nous présenter ses réalisations depuis qu'il fait du LLM pour se préparer à ses CTF. C'est assez, je pense. Hein? C'est parfait. Merci, Jeff. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Donc, aujourd'hui, ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai rencontré Jonathan. Oh, j'espère que ça ne va pas faire ça à chaque fois. J'ai rencontré Jonathan au NordSec, dans le fond, où est-ce qu'au dernier CTF, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est mon petit projet personnel que j'ai développé sur mes temps libres, en relation justement avec les CTF. Dans le fond, un des objectifs que je voulais démontrer, c'est que est-ce qu'on est capable de faire justement ce qui a été fait là, que je vais vous présenter. Donc, c'était vraiment une question de curiosité avant tout. Mon but, c'était pas de détruire les CTF. Là, je me sentais un peu mal. Là, j'en parlais. Allô? Je pense quand même qu'il y a des solutions qu'on peut envisager justement là, pour essayer de manager ça. Hein? Oui. Donc là, on se demande, mais coudonc, mes coéquipiers hallucinent, mais qui hallucinait? Donc justement, là, autant mes collègues, mes coéquipiers, là, je me souviens, là, quand je leur ai montré la performance du LLM, c'était comme, ben, puis même moi, là, je m'incluais là-dedans, là, on a vraiment été impressionnés. Là. Donc c'est un peu ça, les hallucinations des humains, mais aussi c'était une référence là, aux clankers, là, donc tous les bots, tous les automatismes et les LLM qui hallucinent justement là, quand on peut leur poser des questions. Donc c'est un problème inhérent, là, ça vient naturellement de comment les LLM sont désignés. Donc, il y a toujours un risque d'hallucination. En mode agentique, le risque avec les hallucinations, évidemment, c'est qu'on peut passer énormément de temps, de ressources, de tokens sur une fausse prémisse. Donc, si votre agent, dans votre workflow, commence à halluciner dès les départs sur quelque chose qui n'est pas véridique, puis que lui, il poursuit dans cette direction-là, bien, ça peut être problématique. On peut perdre des efforts, on peut mettre énormément de tokens, puis ça coûte cher. Là, on le sait, les entreprises commence de plus en plus à contrôler les dépenses de tokens. Donc, si on passe sur une fausse prémisse, ça peut être problématique. Mes vrais coéquipiers, eux, pendant les challenges, n'hallucinaient pas. Je vous réconforte là-dessus. Donc, Jonathan Pelletier, Éric Chauvette, bon, il y a Jean-Christophe, François de Varenne, AJ, Sébastien, qui ne sont pas là, mais je suis très content de vous avoir ici, Éric et Jonathan. Donc, ils ont participé au CTF 2026 avec moi. Dans l'équipe Shelda à Link to the Flag. Donc, comme Jean-François vous l'a expliqué, dans le fond, là, je suis team lead au point de contrôle de cybersécurité à Hydro-Québec. Là, on s'occupe des firewalls, des proxys. Je fais aussi un peu purple teaming. J'ai fait de la conformité dans mon passé. J'ai fait des études en criminaux, là, aucun rapport avec l'informatique, quoique j'avais quand même un intérêt assez poussé là-dessus. Donc, j'ai un parcours assez atypique. Mais aujourd'hui, si vous me parlez, parlez-moi de token, puis je vais être content. Donc, comme je vous ai dit en intro, un des objectifs que moi, je voulais vraiment démontrer, là, c'était est-ce qu'on est capable d'automatiser la complétion d'attaques, de résolution de problèmes, de challenge de puzzle dans le cadre d'un CTF de façon automatisée avec des agents LLM. À quel point on peut se rendre, puis donc c'est ça. Puis dans le fond, il y avait eu plusieurs démonstrations. En fait, je ne suis pas le seul qui fait ça. Là. Il y a eu plusieurs démonstrations, même au NordSec, il y avait plusieurs autres équipes qui étaient en mode agentique. Là. On va voir des graphiques tantôt, là, mais c'était assez flagrant. Ce qu'on retrouve surtout dans la littérature aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA peut hacker? Ça, on sait déjà la réponse, c'est oui, surtout avec ce que Anthropic nous promet depuis maintenant des mois avec Mythos, puis que le release d'hier, on sait
on sait justement que c'est faisable. Est-ce qu'il peut le faire de façon autonome, sous pression, avec du multitrack, puis des challenges à la CTF, parce que du red teaming puis des pentests, c'est pas exactement comme des CTF, là, c'est plus en mode puzzle, mais c'était ça l'objectif. Donc, CTF Int, qui est le petit produit là, que je vous présente aujourd'hui. 2 historiques en compétition, 2 track records, dans le fond. Puis j'ai oublié de dire, dans mes collègues, c'était super important, shout-out à Antoine, là, je l'ai écrit, un ancien membre de l'équipe CTF, justement, là, qui est allé dans l'équipe des Verts. Donc, c'est ça l'historique en compétition. On l'a essayé en prod pour la première fois au Great Canadian CTF, justement, qu'Antoine avait organisé. C'est là qu'on a vu les premières indications de performance là, de CTF Int. Quand j'ai parti la machine, je me suis rendu compte assez rapidement là, qu'on faisait face à quelque chose qui pouvait faire pas mal de points assez rapidement. Antoine, je me souviens plus, le premier challenge, je pense, c'est ça, on avait complété toutes les flags, en fait, les deux rondes. Te souviens-tu en combien de temps? On avait un bloc de 4 ou 5 heures, je pense. Ouais. Ouais. Puis, super. Puis même la deuxième ronde, là, on a fait face un peu à la meilleure affaire. Mais on suspecte que l'autre équipe aussi devait avoir un bot parce qu'on a fait 4 first blood. Dans le fond, on a été les premiers à terminer les challenges. Sur 4 des challenges, eux, c'était 5, puis ils ont tout fini aussi. Là. Fait qu'on suspectait fortement aussi qu'ils avaient un bot. Puis au Nordic, c'est ça. Dans le fond, au Nordic, on a fini 12e. Je vais vous montrer la progression. En fait, on a été 2e pendant une grosse partie de la soirée. Je vais vous montrer le scorecard après. Là. On a fait face à certains bugs qui expliquent maintenant notre position de 12e, mais on est assez fiers quand même. Là. Donc, c'est quoi CTF Int? CTF Int, c'est ce qui désigne à peu près tout l'ensemble du système. Là, dans le fond, il y a une partie en amont qui est le fetcher, dans le fond, des write-ups. Donc, j'ai ingéré à peu près entre 1500 et 2000 write-ups qui sont disponibles sur Internet. Évidemment, j'ai aucune vision commerciale avec ça. C'est vraiment une preuve de concept pour les CTF. Donc, au niveau des droits d'auteur, je ne ferai pas d'argent là-dessus, mais effectivement, j'ai scrapé à peu près entre 1500 et 2000 write-up de toutes langues, là, du chinois, de l'allemand, du francophone beaucoup, anglophone évidemment beaucoup, pour me faire une base de connaissances de connaissances par rapport au CTF. Fait on commence avec des write-ups qui sont récupérés d'Internet, que ce soit des repos GitHub ou des blogs. Il y a une section de triage. Fait que là, c'est là que, dans une optique de sauver des tokens, tout dépendamment de la complexité du challenge qui est analysé, là, on va l'envoyer dans un modèle plus coûteux ou moins coûteux. Est-ce qu'il y a plusieurs tracks dans un write-up, on les divise, etc., etc. Puis ensuite, on vient extraire des signaux. Les signaux, ça peut être des IP, des binaires, des indications sur le flag. C'est n'importe quel signal important dans un write-up qu'on peut reprendre après pour mettre en relation entre eux pour faire de l'intelligence. À partir de ces signaux-là, je construis un genre de corpus là, de connaissances par rapport au playbook. Fait que c'est quoi les étapes que les challengers, les attaquants, là, ceux qui participent au CTF, ont fait pour atteindre leur objectif? Donc, l'objectif, généralement, c'est de trouver un flag, mais il y a des objectifs intermédiaires qui peuvent mener à un flag. Par exemple, j'ai besoin de craquer en premier un Java Web Token ou peu importe pour arriver à une autre étape, pour enfin arriver à un flag. Bien, tout ça, c'est géré, puis dans le fond, c'est storé dans des BD vectoriels et temporels pour justement voir OK, j'ai cette action-là qui vient avant une autre action. Mon objectif va nécessiter, par exemple, 3-4 actions avant d'arriver à ma fin. C'est vraiment pour se faire une chaîne de pensée. Donc, c'était quoi la chaîne de pensée des gens qui ont construit le write-up, puis aussi, c'était quoi les objectifs à atteindre. Parce que dans certains cas, dans certains challenges, on peut faire face à des signaux. Donc, on a juste des signaux, on a juste un champ, on a juste un formulaire, on a juste un binaire ou peu importe. Ou on peut directement, par exemple, dans une description de challenge, avoir un objectif à atteindre, puis tu te débrouilles pour atteindre ça. Donc, je voulais que mes agents CTF soient en mesure d'y aller dans les deux directions. Autant que s'ils ont des indices
poursuivre à partir de ces indices-là et se développer une chaîne de pensée pour atteindre l'objectif qui est d'atteindre des flags, ou bien, en sens inverse, sachant qu'une application, un code, un artefact est vulnérable ou si je sais déjà quel est le flag, ben, en sachant l'objectif, quels signaux aurait besoin l'agent de développer ou d'exécuter pour arriver à sa fin. Fait que je voulais vraiment que ça soit dans les deux sens. Fait que ça, c'est notre corpus d'ingestion, c'est ce qui nous crée notre RAG, notre base de connaissances. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le concept de RAG en IA? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin d'explications? Parfait. Fait que dans le fond, c'est notre base de connaissances. Puis en phase d'exécution, dans le fond, quand on est rendu en CTF, ben c'est cette phase-là qui déclenche. Fait que, c'est fatigant. Ouais. C'est CTFM qui se révolte. En mode exécution, les agents ont été développés de façon à ce qu'il y ait un orchestrateur général qui, comme le maître de cérémonie, qui lui va déployer chacun des agents selon les tâches. J'ai-tu parlé de tout? Donc, phase 2, l'orchestrateur, quand on est en événement, donc par exemple au NerdSec, ben, l'orchestrateur peut déployer autant de coachs, j'ai appelé ça des coachs dans le fond, c'est autant de coachs qu'il veut. Fait qu'une coach, ça va être une équipe. Puis dans chacune des équipes, ben, on peut retrouver un chercheur, un genre de sysadmin qui va faire les opérations, par exemple, si on a besoin de nouveaux tooling, des Nmap, je veux dire n'importe quoi, Metasploit, Deerbuster, ça, c'est vraiment populaire ça, dans les CTF Deerbuster. Donc, lui va faire les opérations d'installation. Le chercheur, lui, va aller fouiller dans le RAG, la base de connaissances, dans toutes les bases de données vectorielles à la demande des coachs. Puis là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là, mais évidemment, il y a les challengers. Eux, ça va être les agents, les analystes. C'est comme nous quand on attaquait des systèmes ou des puzzles pour vraiment faire les challenges. Donc, tout ce monde-là, ça se parle via le coach. Fait que le coach a vraiment, en fait, l'orchestrateur a la vision d'ensemble de toutes les équipes. Le coach a la vision d'ensemble pour une track en particulier. Puis, chacun des challengers, eux, vont recevoir soit des commandes du coach, de l'information des chercheurs, puis ils vont aussi envoyer évidemment des demandes d'opération au VM parce que dans le fond, chaque agent a son environnement où est-ce qu'il est full root access dessus, puis il peut faire ce qu'il veut, il peut installer du tooling, il peut accéder au VPN du NerdSec justement pour atteindre les Pwnbox ou les machines à attaquer. Autour de cet écosystème-là, il y a un harness que je vais aborder tantôt, là, donc, ce qui nous permet de faire ce looping en mode agentique pour ce type d'agent-là. Ben, on va avoir un aspect de harness, les MCP, les skills et le tooling. Donc, comme je disais, 3 couches. Le RAG, c'est notre corpus de connaissances. Donc, qu'est-ce qui constitue notre RAG ici? Bien, évidemment, il y a les bases de données vectorielles comme avec Neo4j, qui est une base de données vectorielle que j'utilise, ou Qdren pour du RAG en général. Donc, ici, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les write-ups qu'on a analysés pendant, en fait, avant d'arriver au NerdSec ou peu importe le CTF, c'est que le volume de connaissances qu'on a sur un sujet, en particulier, par exemple, je ne sais pas moi, c'était quoi l'exemple que j'avais? Des challenges sur des systèmes SCADA ou des HMI ou des systèmes industriels où est-ce qu'on avait pas mal moins de write-up, bien évidemment, on voyait directement que ça avait beaucoup moins de performance là, qu'on essaie de trouver des flags sur ces systèmes-là. Puis c'est à quoi ce que je m'attendais dans le fond. Le harness, lui, c'est la couche d'orchestration. Donc le harness, c'est là qu'on va retrouver. Bien, si vous utilisez Claude Code, par exemple, ou Codex, bien, Claude Code et Codex, c'est des harness. Donc, c'est des logiciels qui vont donner le tooling, les consignes, le prompting par défaut, etc., de toutes vos interactions avec le LLM. Fait que, par exemple, Claude Code, bien, il est super orienté vers le code. Fait que si, mettons, vous utiliseriez Claude Code pour dire...
mettons, là, vous posez une question, mon enfant a commencé à avoir des points rouges, qu'est-ce que je dois faire? Bien, il va sûrement essayer de vous coder quelque chose pour trouver l'information sur Internet plutôt que vous donner l'information. Ce qui est comme pas super optimal. L'outillage et les MCP, ben ça, c'est quand on a besoin d'outillage lourd. J'aime pas trop les MCP, là. Moi, je trouve que c'est super instable, c'est chiant à gérer, puis souvent, il y a des façons de faire pour les contourner. Mais quand l'outillage est lourd ou quand, par exemple, pour contrôler Chrome, ben j'avais pas vraiment d'autres façons. On peut utiliser, par contre, on peut utiliser Chrome développeur, c'est quoi déjà, CDP? Puis interagir directement, mais par exemple, le MCP de Chrome était beaucoup plus efficace. Et puis, j'ai développé aussi des MCP pour que CTF Fint, les agents puissent interagir directement avec les bases de données RAG pour que ça soit plus efficace. Fait que les MCP, souvent, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est d'économiser des tokens parce qu'on contrôle l'input puis l'output dans l'interaction. Oh, je ne l'avais pas enlevé. Ça, je vais la passer. Donc, j'ai 1854 write-up dans la base de données, 25 000 techniques extraites, puis à peu près 1300 relations minées. Donc, des relations, c'est des chaînes soit des chaînes d'attaque, des chaînes d'action, c'est vraiment des signaux de 482 CTF, des événements différents. Donc, le NordSec débute, le CTF ouvre. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Oui, je vais vous montrer ça en premier. Ça a été notre performance, dans le fond, ici, dans le fond, de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Ça ouvrait à 20 heures, si je me souviens bien. Puis on voit ici, là, il y a un gap où il n'y a à peu près pas d'activité. Je pense que j'ai des collègues qui ont lancé quelques flags. Puis oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça m'a pris 1 heure à me setuper en arrivant. Ça ici, là, c'est vraiment quand l'agent a débuté. Ça a été infernal. On était tous à se regarder, faire qu'est-ce qui se passe? Faut-tu appeler nos boss? Là? Ça a été incroyable. On a été deuxième pendant une grosse partie de la soirée. En arrière de Oteriac aussi, qui eux aussi, là, ils étaient en mode agentique, même qu'eux, c'est une école de cybersécurité et de AI. Là, fait qu'eux, ils étaient full-on là-dessus. Là. Je me demande même s'ils n'étaient pas les 6 là-dessus. On a rencontré une problématique quand même assez intense là, à la deuxième journée. Ici, là, on voit que ça a été pas mal stagnant, alors que je me serais attendu à ce qu'on soit beaucoup plus performant que ça. On a perdu à peu près 10 places pendant ce temps-là. C'est pas grave, le but, c'était vraiment là, de tester la machine. Mais, puis j'y reviendrai tantôt, là, mais ce que je suspecte fortement, là, parce que ça m'a pris plusieurs heures à débugger. Premièrement, pendant la nuit, j'ai eu la brillante idée de rendre accessible à tout le monde le bot sur Discord, parce que le bot, en fait, il y avait, avec le système, il y avait aussi une interaction avec Discord. Donc, chacun des coéquipiers pouvait parler avec le bot, que je vais vous montrer d'ailleurs. OK. Donc, c'est sous forme de self-bot. Dans le fond, là, c'est un bot qui passe via l'application Discord et non pas via l'API. Si je retourne ici... c'était quoi déjà? Juste montrer.
Donc, c'est ça. Donc, mes coéquipiers pouvaient interagir avec le bot. Fait que c'était, ce qui se rendait ça le fun, c'est qu'en même temps que les agents travaillaient sur les challenges, mes coéquipiers aussi pouvaient profiter du fait que les agents travaillaient sur des trucs. Fait que, par exemple, Jonathan travaille sur un challenge, il y a de la misère, il est bloqué, ou même s'il veut débuter à travailler sur un challenge, puis la track est déjà commencée, Jonathan peut demander au bot, OK, ben, t'es rendu où? Donne-moi le write-up de où est-ce que t'es rendu jusqu'à maintenant. Ou tu pouvais travailler directement en collaboration avec les bots. Ouais, fait que dans le fond, là, on parlait avec l'orchestrateur. L'orchestrateur ensuite dispatche aux coachs qui sont responsables de chacune des tracks. Puis quand c'était fini, là, il était 23h26 le 15, dans le fond. On voyait là, on était deuxième, puis on avait le statut de chacune des tracks sur lesquelles CTFN était en train de travailler. Il nous encourage en même temps. Comme ici, on voit qu'il était stock sur OpenRedirect 101, qui je pense qu'il était dans l'Académie. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ils pouvaient même poser des questions aux humains ou demander aux humains si c'était des tracks physiques, par exemple. Ben, on se doute que l'agent va avoir un peu de misère à le faire, mais c'est pas grave. Il peut nous demander d'aller prendre des photos. C'est ce qu'on a fait. On a pris des photos où on a connecté le badge directement USB, puis avec un pass-through, il y avait accès. Fait qu'il n'y a plus de limite. Ouais. Non, malheureusement. Donc, c'est ça. Au pic, j'avais 28 agents en parallèle, donc des workflows 28 en parallèle. À 1h55 du matin, le samedi, on avait déjà 99 flags. C'était fou. 28, ouais. Ouais. Ouais, mais tu sais, l'inférence se passe. C'est les modèles Frontier d'Anthropic, fait que l'inférence se passe sur le cloud. Fait que. Tu sais, ça fait beaucoup de. Ouais. Oui, parce que c'était des process de l'exécution quand même. Tu sais, ouais. Ouais. C'est une recréation de à quoi ressemblait mon écran. Bon. Les démos, hein. OK. Ben, en fait, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Donc, j'avais tous mes agents sur mon écran, puis c'est pas mal intense à suivre. À un moment donné, on avait aussi un dashboard, mais l'affaire avec le dashboard, c'est que tu n'as pas tous les détails fins. Fait que quand il y a un agent qui est bloqué et qu'il n'y a rien à faire, ben il faut que tu rentres directement là pour le débugger. Bon, vous n'aurez pas de vidéo, désolé. Donc, c'est ça, un peu le rôle des humains pendant que les agents travaillent, c'est de travailler justement avec les agents sur soit des challenges que vous travaillez déjà ou d'aider l'agent à se débloquer sur quelque chose, une loupe qui ne débloque pas. Évidemment, les LLM, leur principal attrait, c'est justement ça, c'est que ça devient un outil pour nous aider. Fait une des choses que je dis souvent, là, puis à mes collègues, c'est deviens pas un AI rapper, dans le sens que deviens pas. Puis souvent, on entend ça, il y a des gens que ça écœure beaucoup. Là. Disons, tu es en train de troubleshooter quelque chose, puis là, il y a quelqu'un qui te parle, puis il veut que tu troubleshootes son affaire, puis là, ça marche pas, puis là, il te shoot ça dans le LLM, là, dans ChatGPT, puis là, il copie-colle la réponse de ChatGPT sans même la lire. C'est pas mal insultant. Là. Puis au final, si je veux interagir avec un humain, j'aurais pu interagir directement avec ChatGPT. Fait que les LLM, c'est des outils, ça nous aide, mais il ne faut pas que ça devienne, un, notre identité, puis deux, on reste responsable de ce que les LLM produisent. C'est ça. Oui, il fallait que je le corrige. Dans le fond, on a utilisé le MCP de Asgod. Au début, le CTFN ne voulait pas l'utiliser, ça ne fonctionnait pas. Finalement, j'ai réussi à le débloquer. Puis là, on a commencé à avoir des stats sur les flags soumis, puis leurs résultats dans le fond. Puis quand on s'est mis à utiliser le MCP, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 90% et plus des flags qui avaient été soumis qui avaient été rejetés. Pourquoi? Ça explique une partie de la deuxième journée.
cette partie-là, qui était probablement stagnante, c'est que quand on s'est reconnecté le samedi, puis ça m'a pris du temps à comprendre, il a fallu qu'il reconstruise son cache d'inférence. Puis l'erreur que j'ai faite, c'est que au lieu de repartir à 9 comme une nouvelle journée, puis de dire OK, ben, on recommence une nouvelle journée, je l'ai laissé sur les sessions. Il a reconstruit son cache. Là, déjà là, la consommation de tokens a explosé. Fait que les limites sont arrivées assez rapidement. En plus de ça, j'avais fait rajouter mes collègues qui pouvaient interfacer avec les agents. Fait que tout ça en même temps, je pense qu'à un moment donné, vous étiez 6 à poser des questions en même temps. Là, on a atteint une limite assez rapidement là, parce qu'on était sur la souscription d'Anthropic Max. Puis on n'avait plus accès à rien. Fait que là, je suis allé m'abonner en vitesse à Codex pour l'essayer puis pouvoir débloquer ça. Finalement, c'était de la merde. Ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui a marché. Là, je pense qu'il a trouvé un flag, là, puis c'était n'importe quoi. Là. Vraiment, là, le modèle d'Anthropic Cloud Opus, là, c'est largement, surtout en cyber, là, c'est largement le plus fort. Je l'ai ici. Là, pendant la stagnation, là, on était à peu près à 3 points de l'heure, alors que pendant l'ascension, là, la première journée, on était à 79 points de l'heure. Ça allait vite. Là. Ouais, c'est ça. Par chance, le dimanche, ça a mieux été. On a réussi à reprendre le dessus puis à refaire des points. On a terminé 12e, ce qui est quand même notre meilleur score. Après tout, là, on était très contents. La performance par catégorie. Si on y va en chiffre absolu, ben c'est sûr que le web a l'air plus gros. Là. Les LLM se sont bien débrouillés sur les challenges web, sauf que le problème, c'est que souvent, c'est le gros du volume des challenges, c'est le web. Fait que si on rationalise ça, ben ce qu'on se rend compte, c'est que, en tout cas, c'est mon analyse, quand les challenges se passent principalement sur le PC, fait que, par exemple, on a accès au binaire. On a accès aux artefacts, puis on peut les télécharger directement sur le poste où est-ce que l'exécution du harness va se produire. Bien, on a un bien meilleur taux de succès que, par exemple, le web, où est-ce que là, on vient de rajouter de la latence. Où est-ce qu'on vient de rajouter de la latence. Et il y a aussi le fait qu'en mode web, le HTML, il y a beaucoup plus de bruit que du code structuré pour un LLM, pour l'analyser, pour le décoder, pour trouver des flags. Donc, souvent, dans le web, il faut sanitize le contenu, il faut le laguer pour que ça soit économique en termes de tokens, mais aussi que ça soit ça peut être ingéré par le LLM. Ici, à SCADA, ça, c'était vraiment là, un problème de connaissances dans le RAG, dans les connaissances que le LLM avait accès pour produire, pour compléter les challenges. RF hardware, évidemment, ben là, ça prenait un humain, donc on s'est débrouillé un peu. Par contre, je pense que tout le monde voulait surtout faire là, du hands-on pendant les challenges. On a souvent une faiblesse au niveau du hardware. Donc, là, évidemment, ben, le LLM avait besoin toujours de demander aux humains OK, peux-tu aller me chercher une photo? Peux-tu me connecter ci? Peux-tu me connecter ça? Fait qu'évidemment, c'est là-dessus qu'il a moins performé. Est-ce que c'est de notre faute? Peut-être. Oui, c'est ça que je disais. Dans le fond, quand c'est local, ben, la boucle Gather, Act, Verify, donc la boucle de traitement est beaucoup plus rapide, beaucoup plus locale. Le LLM, les agents ont accès au code source, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de décoder ce qu'il a besoin de faire, de se développer un parcours clair de où aller pour atteindre son objectif. Lorsque on fait face à des challenges qui sont beaucoup plus obscurs, moins communs, comme les HMI, les SCADA, tout ce qui est industriel, ben souvent ce qui nous manque, ça va être le signal de démarrage pour aider le LLM à s'enligner justement sur sa track. Fait que c'est ça que je parle quand je dis primitif manqué, ben il n'y a pas la connaissance de base initiale pour s'orienter. Puis la présence physique, comme je le disais. Là. Encore une fois. Les modèles locaux et cloud, dans le fond, ont des restrictions, notamment sur des trucs criminels, mais aussi sur la cybersécurité. On sait pourquoi. Il y a le programme d'Anthropic qui permet justement d'être un Cyber Verified Programme, là, CVP, là, qui permet justement, là, puis OpenAI a la même affaire.
qui permet justement là, d'être reconnu comme un expert là, de la cybersécurité, là, puis qu'il se doute que vous allez faire ça de façon légitime. Donc, il vous donne accès à faire... En fait, il y a 2 catégories d'actions de cybersécurité que vous pouvez faire. Là. Il y a la catégorie que c'est des actions que même en étant en cybersécurité, il n'y aurait pas de raison légitime de faire, là, comme développer un ransomware. Là. À part peut-être pour les chercheurs, là, je pense à toi peut-être que... ou sinon, il y a les autres actions avec exception possible, donc tout ce qui est reconnaissance, attaque, etc. Donc, la plupart des attaques là, qu'on verrait, nous, en tant qu'experts de cyber, on peut les faire. Mais j'ai quand même frappé à UP 2 ou 3 fois, malgré que j'avais cette autorisation-là. Donc, ça peut devenir un bloquant aussi. Puis, on le voit aujourd'hui avec Fable, qui est sorti avant-hier, qui est la version... super contrainte de Mythos, là, dans le fond, là, dès que tu touches même dire, je pense, le mot cyber, tu es automatiquement bloqué, il ne veut plus rien dire. Là. Quelques petits échecs qu'on a rencontrés en cours de route. Non, c'était pas pour 92. Oubliez ça, là, ça, c'est pas vrai. C'était juste pour notre Pondbox, dans le fond, notre environnement, dans le fond. À un moment donné, le LLM. Puis ça, je le savais pas. Fait qu'on aurait pu redémarrer l'environnement ou juste parler au NordSec, mais on s'en est pas rendu compte. Puis c'est ça le risque aussi avec les LLM, c'est qu'il y a tellement d'affaires qui se passent. Il a tout écrasé les users, fait que j'avais beau chercher le mot de passe admin ou peu importe, on le trouvait pas. C'est un des risques. Où j'avais fait pour éviter qu'on aille que je DDoS justement le NordSec, je m'étais dit je vais faire un wrapper de filtrage là, pour m'assurer qu'on ne pousse pas n'importe quelle flag puis on spamme l'infra. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des flags qui restaient pas. Il y avait 1 ou 2, 3 flags là, qui ne respectaient pas ça, fait qu'il a loupé. Le problème, c'est qu'il ne fait pas juste arrêter en se disant « Ah, je ne trouverais pas le bon flag ». Non, il essayait de trouver, mais il y avait la réponse, mais là, il cherchait autre chose, puis l'autre chose n'existait plus, fait que c'était une loupe infinie. Bref, une bonne façon de bloquer les LLM, vous pouvez mettre des flags courts. Ça, c'était un petit problème de formatage, dans le fond. L'agent n'a jamais trouvé, il y avait la réponse devant les yeux, puis il n'a jamais trouvé parce que c'était juste un encodage... C'était juste la façon que c'était encodé. Ah oui, les honeypots, je voulais aborder ça. Dans le fond, j'avais parlé avec justement Jonathan, puis je me suis dit, il y avait des honeypots pour les LLM, tout ça, mais finalement, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y en avait pas. C'est ce que en tout cas, pas qu'il avait été annoncé. Fait que une des choses que je suspectais qu'elle allait arriver, c'est que, étant donné que le NordSec avait autorisé les agents LLM, je me suis dit, ils vont nous jouer des petits tours. Là. Ils vont soit faire de l'injection de prompt, ou ils vont nous donner des faux flags, ou peu importe. Puis, ça n'a pas été si pire. Je ne saurais jamais si vraiment il y en a eu ou pas, là, mais dans le fond, ouais. OK. Ouais, ça, il y avait pas de. On n'a pas mis de honeypot, on n'a pas mis de tar pit à LLM, on n'a pas mis toutes ces technologies-là anti-AI parce qu'on. Ou tu sais, générer des sites immenses. Parce qu'on s'est dit, on veut pas nuire à l'humain qui le fait à la main au détriment de ceux qui le font avec l'AI. Ça devient vraiment comme chien. Fait que, en tout cas, cette année, c'est ça. On a dit qu'on faisait rien de ça. Okay. Ben, en tout cas, mes agents, eux, ils avaient l'impression qu'il y en avait 11, mais il n'y en avait pas. Ça, je répète. Le rôle de l'humain dans la gestion des AI, c'est de cadrer, recadrer tout le temps. Là. Ça fait qu'il faut les surveiller parce que, comme on le sait, les LLM, ils font juste penser, inférer et réinférer sur leur contexte. Donc, sur leur contexte, c'est soit pas bon ou compromis ou empoisonné par de la mauvaise information, ça peut aller mal longtemps. Fait que cadrer, recadrer, router vers les bons modèles, faire arrêter puis ça, c'est le sunk cost fallacy, là. C'est pas parce que ça fait 3 heures que ton bot travaille sur quelque chose que nécessairement tu devrais pas l'arrêter parce que ça va mener à nulle part. Aussi, c'est ça, on faisait des vérifications régulières là, de l'évolution des workflows.
puis désamorcer quand que ça commence à divaguer, là, dans le fond. Là. Parce qu'un des risques, pendant le pas le Hackfest, pendant le Great Canadian CTF, à un moment donné, le LLM a commencé à faire des challenges hors du scope de l'événement. Ouais. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey boy, commence pas à recon sur Hydro-Québec ou n'importe quoi, là, ça pourrait mal finir. Ouais. Fait que ça a été un grand honneur de pouvoir tester ça au NordSec. J'ai trouvé ça plate pour les designers des challenges, mais en même temps, je trouve que le NordSec, c'est super le fun. C'est aussi un incubateur aussi, justement, pour tester ça. Donc, j'ai été vraiment heureux. Puis ça fait, 4-5 ans qu'on va au NordSec. C'est toujours un grand plaisir. Là, puis c'est toujours des compétitions de qualité puis des talks de qualité. Personnellement, pour adresser le problème des AI dans les compétitions, parce que c'est vrai que ça peut un peu nuire au sport dans le sens que c'est plate de se battre contre des AI automatisés. Moi, à mon avis, personnellement, ce que je verrais, là, c'est vraiment d'avoir 2 tracks séparés puis de baser ça sur l'honneur. Pourquoi? Bien, premièrement, pourquoi sur l'honneur? En fait, 2 tracks parce qu'on ne pourra pas empêcher les gens qui ont commencé à travailler sur des agents, c'est vraiment, c'est dans l'air du temps, premièrement. 2, c'est dans le mindset des hackers, justement, de vouloir essayer des nouvelles technologies pour essayer des affaires. Fait que je pense qu'on va avoir énormément de difficultés à contrôler ça. Fait que personnellement, moi, ce que je ferais, c'est vraiment 2 tracks basés sur l'honneur, conjugué à de la détection pour vraiment pogner les gens qui voudraient tricher, mais c'est tellement flagrant, je trouve, dans les courbes de progression que ça serait facile à détecter. Là. Puis ça serait... personnellement, là, moi, c'est sûr que je participerais à quelque chose avec une track AI. Là. Vraiment, là, c'est comme le Battle of the Bots. Là. C'est vraiment cool. Ce que je voulais aussi aborder là, dans une perspective plus corporate défense, c'est la symétrie qu'amène l'agentique. Parce que oui, j'ai développé puis je l'ai testé dans un cadre de CTF. Par contre, si on fait un parallèle avec le vrai monde, le business, là, dans le fond, le problème qu'on fait face aujourd'hui, c'est que, tu sais, les agents CTF que j'ai faits, je ne pourrais jamais les releaser dans un milieu corporate, en prod, puis dire « retrouve-moi toutes les anomalies ». C'est sûr que j'ai plus de job à la fin de journée. Par contre, un attaquant, lui, dans son sous-sol ou peu importe, il s'en sac comme de l'an 40. Fait que c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui. En plus, avec les États-nations qui ont souvent des budgets astronomiques, en tout cas pas mal plus gros que qu'est-ce qu'on peut illimiter quasiment, ça peut être un gros problème. Parce que non seulement ils peuvent utiliser ça pour faire diversion, donc avec des attaques communes pour faire diversion, puis là, ton canal de surveillance est ingérable, tes analystes capotent. Pour faire du brute force, puis quand je dis du brute force, c'est pas du brute force de mot de passe, c'est du brute force de connaissance. Donc, on va essayer cette technique-là, on va essayer non-stop, puis là, ton canal d'alerte se remplit. La défense, elle, souvent, elle opère un peu de façon bridée. On a des contraintes, des limites de budget. On a un périmètre d'action qui est autorisé, la légalité, la sûreté du modèle, le scope sur lequel on a le droit d'agir, les données réelles, etc. Donc, on est pas mal plus limité que ce que peut être un attaquant. Donc, pour attaquer cette problématique-là, ça va passer par des méthodes de simulation. Donc, la compétition adversariale à l'intérieur même des organisations, justement pour simuler qu'est-ce que peuvent faire les agents, comment peuvent les agents... En fait, c'est quoi notre nouveau modèle de menace face aux agents? Instrumenter, là, c'est ça, faire de la détection de bots, de l'antibot, de la détection de brute force, de diversion, etc., justement pour aider nos analystes qui vont être surchargés. Là. Fait que, évidemment, on vient intégrer aussi des workflows AI pour nous aider vraiment, pour outiller les analystes. Donc, évidemment, il faut jouer aussi dans les contraintes. Aujourd'hui, dans le monde corporate, on est très procédural, puis c'est procédural humain. Il va falloir repenser toutes les procédures, les processus pour accueillir la nouvelle façon de faire aussi avec l'intelligence artificielle. Je suis
super fier de mon produit, je suis super fier de mon système. Ça a été une performance incroyable. Par contre, il y a toujours quelque chose qui nous guette en arrière, puis c'est les frontier models comme Claude, tout ça, les Anthropic de ce monde, les OpenAI. On le voit souvent, il y a des startups qui démarrent, ils font un wrapper de LLM, puis 2 semaines plus tard, Anthropic sort un nouveau modèle, puis un nouveau harness qui les détruit, ils ne servent plus à rien. Puis on est dans l'air du temps. Avec Mythos, est-ce que ça va être une question de seulement faire un prompt en mode agentique, puis le NordSec va être défoncé par tout le monde? C'est peut-être avec ça qu'on fait face, on ne le sait pas encore. Ouais. Donc, par contre, ce qui n'est pas remplacé nécessairement, c'est les connaissances, donc le corpus, le RAG, tout ça, ce qui peut être super utile dans plein d'autres cas. Là. Je vous invite à aller lire sur les principes du wiki de Karpathy. C'est une façon de gérer l'information. Dans le fond, c'est de se créer un wiki. Puis ça te fait un méga rag là, assez simple à gérer. C'est pour rendre toutes tes connaissances disponibles à tes agents. Fait que c'était pas mal ça en gros. Donc, il y aurait des questions. Merci. Yes. Ouais. La question que personne ne veut poser ou qu'on ne veut peut-être pas savoir la réponse, c'est combien de dollars par flag, récupéré? Donc, j'ai fait de l'estimation rapide, là, puis on était à peu près 13 $ par flag. Ouais, ça, c'est en coût API, dans le fond. Fait que si tu prends une souscription, ça va être moins cher. Mais en token, coût de token, c'était vraiment à peu près 13 $ du flag. Oui. Merci. Est-ce que tu l'as testé ou... Oui, félicitations pour ton projet. Est-ce que tu l'as testé ou est-ce que tu crois que ça vaut la peine de tester avec un LLM local qui roule, que ça peut être pas assez performant, on dirait, qu'un commercial, mais que ça va coûter moins cher? Ouais. En fait, j'ai essayé les LLM locaux pour le volet ingestion, justement, là où est-ce qu'on n'est pas dans le live avec la pression du temps. Ça donne des résultats corrects, mais on est loin des modèles frontier models de l'Anthropic, tout ça, mais ça donne quelque chose de potable. Au niveau de l'exécution agentique, en challenge, vraiment pas. Je pense qu'on va y arriver quand même. Il y a des nouveaux micro-modèles pour appeler des tools, dans le fond, appeler des commandes, tout ça, qui sont sortis, 4 milliards de paramètres, là, je me souviens plus du nom. Il y a NVIDIA qui a sorti un modèle pour ça. C'est prometteur, mais on n'est pas au niveau... mais c'est prometteur. Hybride. Ça se peut, un modèle hybride ou une solution hybride? Oui, moi, je pensais à quelque chose où est-ce que tu as des modèles hybrides, où est-ce que tu utilises un modèle pour le tool calling, puis un autre pour tes actions. Ouais. Yes. Je suis curieux, à quel point tu as l'impression que le RAG il a été utile toute ta période de corpus? Parce que, je veux dire, moi, je drop un binaire, je dis il y a un flag dedans, il part, il trouve le flag. Fait que, tu sais, j'ai jamais primé sur les write-ups, j'ai jamais... Fait que, tu sais, à quel point c'est nécessaire, ce bout-là, dans ton setup? Je te dirais, dans 50% des challenges, c'est pas nécessaire. Il est capable de le faire tout seul par ses connaissances qu'il a appris. Mais c'est quand il devient bloqué ou c'est des challenges beaucoup plus obscurs, c'est des technologies plus obscures ou que là, ça tombe bien, j'ai un write-up là-dessus où j'en ai quelques-uns. Là, ça débloque. Là. On le voit là, vraiment. Là. C'est vraiment quand il y a de la friction là, qu'on voit que ça débloque. Là. Mais les modèles d'aujourd'hui, effectivement, ils en font beaucoup de façon autonome. Le plus dur, là, c'est de gérer le loop de réflexion non-stop pour atteindre vraiment ton flag jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, tu sais, juste déjà, moi je trouve 2 agents déjà dans Cloud Code, c'est dur parce qu'il y a tout le temps de quoi qui part. Fait que la loupe, c'est vraiment super intéressant. Je sais pas, le code, il est-tu public ou non, il n'est pas public. Non, puis tu n'as pas l'intention de juste en réflexion. En réflexion, ouais. OK. Ouais. J'avais d'autres questions pendant que j'ai le micro, j'en profite. Détection de l'honneur. Là, moi, il y a une attaque à laquelle on a pensé, c'est que tu pourrais hoarder tes flags, puis les soumettre, genre, tu sais, avec des délais random, puis tu aurais un pattern plus humain. Ouais. Puis là, une contre-attaque à ça, c'est qu'on pourrait donner un bonus au First Blood. Fait que là, on encouragerait le monde à faire First Blood. Ouais. Mais fait que, tu sais, pour chaque genre idée
de mesure, on trouve toujours une contre-mesure. Fait que c'est pas si évident que ça, mais c'est sûr qu'on explore vraiment beaucoup de solutions différentes. Fait que je voulais juste te mentionner ça, le délai de soumission de flag, que c'est quelque chose qu'on pense que les attaquants pourraient faire. Puis ma dernière question, c'est, tu as dit que toi, tu serais dans l'équipe agentique, tu serais dans la partie de la compétition AI, mais est-ce que toute ton équipe est uniforme là-dessus ou si vous avez de la division à l'intérieur de votre équipe? Vas-y, Eric. Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, puis je pense que c'est pas uniforme. Parce que, tu sais, il y a quand même eu, faut dire, là, malgré l'expérience, moi, de mon côté à moi, j'étais enchanté de voir ça, mais on avait de nos collègues quand même qui, à un moment donné, ils l'ont mal pris dans la soirée. C'est comme, mais là, il rentre sur mes flags, faut pas qu'il touche à mes flags, je donne mes flags, tu comprends? Là, c'est comme mon flag, tu comprends? Fait que je suis pas sûr que toute l'équipe ferait justement ce switch-là. Mais écoutez, non, mais sans blague, là. Ils ont fait une course en Chine, puis ils ont mis des robots, puis tu vois ça passer à côté de toi, tu sais, OK, mais c'est plate pareil. C'est pas des blagues, là. Tu sais, ce que tu dis, c'est exactement, c'est pas des blagues. La première heure, là, on savait qu'il montait son infra, tu sais. Puis, on avait vu le potentiel de tout ça, fait qu'on se dépêchait vraiment à aller chercher des flags au début, vraiment, là, tu sais, sans blague, là, avec chacun, bien sûr, nos petits agents et tout, tu sais. Puis là, un moment donné, quand ça a parti, là, c'est ça. Moi, je pensais que t'en avais quoi, 28 qui ont levé un moment donné, là, c'est ça? Ouais. Fait que là, on a senti qu'on s'est fait, tu sais, puis là, on checkait dans le canal, puis ils bouffaient nos flags, là. On avait, tu sais, j'ai eu 437 sessions d'agents, là. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dépendant de la personne dans l'équipe, je pense qu'il n'y avait pas quorum, effectivement. Ça va être une bonne discussion à avoir. Fait que donc, follow-up question, si jamais on dit, nous, on split en deux. Mais tu vas répéter la question. Si jamais on dit qu'on fait deux camps. Ah, j'ai la balle. Oh, c'est peut-être pas très bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que donc, est-ce que vous metteriez à participer en deux équipes distinctes? Il y aurait comme dans votre gang, vous splitteriez en deux. Fait que là, est-ce qu'une équipe de 8, c'est encore un bon size d'équipe ou s'il faudrait faire des plus petites équipes? En agentique, je pense que c'est des plus petites équipes. Parce que là, regarde, on était 38 à table. Ça veut dire que là, la vérité, c'est ça, on était à peu près 38 avec les agents, là. C'est ça la vérité, là. Ouais. Fait que oui, je pense que si vous faites une track à part, clairement, il faut faire des plus petites équipes. Oui, effectivement. Exact. J'ai une question de l'audience online qui a doublé à 6 personnes, je pense. C'est incroyable, là. Genre, ça va partout. J'ai envoyé l'invite, puis on va voir si ça marche. Phil essaie de parler. Si on t'entend, c'est bravo. Sinon, c'est fail. Est-ce que vous m'entendez? Oui, good! Oui! OK. Small context, je suis un challenge designer. Puis il y a une chose que je me demandais pour pouvoir parler à quelqu'un qui actually irait dans le CTF AI, c'est ce qu'on fait. Comme, qu'est-ce que tu considères que seraient des bonnes idées qu'on pourrait amener au scoreboard AI pour que ça soit plus le fun pour le CTF-DI. Un que justement Olivier il a mentionné tout à l'heure, c'est justement de baser les points en fonction du temps que ça a été fait. Comme ça devient un peu un speedrun. Une autre affaire qu'on ne sait pas trop comment enforce, c'est pour ça que je l'ai mis en Urbase en question online, mais scoring basé sur le token count. Puis l'autre idée qu'on avait, c'est de rajouter une coupe de track qui est particulièrement rushant pour les high. Fait que genre des needle and des stack, des honeypot puis des affaires de même. Comme dans toutes ces idées-là, ou si t'en as d'autres, il y a quoi que tu considérerais qui serait intéressant vraiment pour que ça soit le fun pour le monde qui font comme les high comme toi? Cool, merci pour ta question. Ben, en fait, là, je suis sûr que vous pourriez vous en donner à cœur joie avec toutes les méthodes d'injection puis de comment saboter les LLM. Je les avais ici. Ouais. Toutes les façons d'attaquer, dans le fond, on pourrait les mettre directement dans les challenges. Sinon, je venais de penser à quelque chose. Ça m'échappe. Tu sais, je pense vraiment que Ouais.
Colin, je me souviens plus. Mais c'est vraiment, je pense, tu sais, comme le trip, ça va être vraiment d'essayer de saboter les agents. Au niveau du scoreboard lui-même, mon Dieu, c'est une bonne question, là. Ceux qui ont des idées, ça peut être une discussion. Honnêtement, si tu as des idées ou si n'importe qui d'autre, justement, qui irait dans le scoreboard AI, aurait des idées de comment on peut améliorer l'expérience pour vous, donner du feedback, comme on est en train de penser à brainstormer à tous ces changements-là, puis on en a besoin. Moi, dans le fond, tout ce que je me dis, c'est plus c'est le fun pour le monde d'un AI team, moins il va y avoir du monde qui vont essayer de bleed out dans le human en utilisant de l'AI. Fait que pour moi, je considère que c'est vraiment important, là. Ben, j'ai peut-être une piste de solution, puis ça peut donner des idées à des personnes. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon collègue Fob, que vous connaissez probablement. Il fait partie de l'équipe Uber Hacking qui a terminé 2e à la compétition. Il a fait les préqualifications pour le DEFCON. Et l'un des challenges, c'était un challenge d'optimisation, de faire un script shellcode de moins de 4 KB. Puis, tu sais, l'AI était capable de se rendre peut-être jusqu'à 3 KB, ce qui est quand même bien. Finalement, il l'a trouvé à la main parce que c'est Fob, on le connaît. Il l'a fait en 300 bytes. Fait que, des fois, l'AI a certaines limites, puis c'est là que l'expertise humaine va vraiment prendre là-dessus. Puis ça peut être intéressant parce que ça peut être un single autant pour l'AI, comme ça, tu mets beaucoup de temps là-dessus, ou comme, hey, tu sais quoi, close enough, pour peu si tu te fais dépasser, là, peut-être tu peux aller le rajouter. C'est juste une piste. Fait que ça peut être intéressant. Sinon, j'ai déjà entendu aussi des hard blocks plus physiques, puisque tu es obligé d'aller faire un challenge physique pour ensuite débloquer une track, sauf que là, le gros challenge d'un point de vue de NorthSec, c'est comment tu vas gérer la vélocité de 100 équipes qui vont aller faire une track spécifique. Je pense que cette année, il y a eu quoi? Il y a eu 2 cadenas pour un défi, puis il y avait une file d'attente quand même assez importante. Imagine s'il y en a un qui décide de changer le numéro du code parce que, on peut le faire. Ça peut devenir assez problématique. Fait que, c'est ça, il y a... Moi, mon idée, comme j'ai dit, en tant que designer par rapport à ça, oui, c'est ça, physique, c'est bien cool, mais il y a un problème à essayer de scale up. Fait que c'est tough de juste dire, on va mettre une composante physique à tous les challenges. Il y a ça. Puis au niveau des challenges eux-mêmes, une affaire que moi, de ce que j'ai vu, c'est que si tu veux designer des challenges qui sont qui sont justement plus difficiles pour les AI, ça va généralement être des challenges qui vont être moins le fun pour les humains. Il y a des exceptions, mais tu sais, comme l'optimisation de shellcode, c'est quoi de vraiment spécifique? Comme pour quelques personnes, c'est un exemple, mais de façon générale, de ce que j'ai vu, les challenges que j'ai les AI rush, souvent, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est des needles in the haystack. Tu cherches partout, il y a un bug quelque part, mais si c'est des challenges que c'est relativement clair et où la vulnérabilité, c'est là que l'AI est capable de le faire en comme 1 minute. Ouais, puis je pense aussi qu'il faut distinguer ceux qui ont des genres de systèmes agentiques versus les gens qui utilisent l'AI comme pour poser des questions puis les débloquer. Je considère encore ça comme humain. C'est juste qu'ils posent des questions comme ils utilisaient Google dans le temps. Ce qui devient difficile avec ça, c'est tu traces où la ligne puis comment tu fais pour les séparer. C'est pour ça que je pense que basé sur l'honneur, ça serait le plus simple à gérer. 2, oui, il y aurait des possibilités d'abus, mais je pense que ceux qui abuseraient, ça serait quand même flagrant. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ils pourraient délayer la soumission de flag, mais tu sais, quand il y a des gains en argent, je peux comprendre que ça peut devenir un problème, là, parce que tu peux pas juste baser sur l'honneur, là, mais pour l'aspect ludique, apprentissage, innovation, du fait de participer au STF, je pense que baser sur l'honneur, ça serait vraiment une bonne avenue. Sinon, une autre possibilité, là, comme c'est vraiment farfetch, mais ça m'est venu, là, c'est de faire passer tout le monde par un proxy d'LLM commun. Puis ce que ça te permettrait, ça serait d'intercepter puis de faire soit des analyses là-dessus ou d'empêcher carrément certaines actions, mais encore là, c'est beaucoup de volume à intercepter. Je ne sais même pas si ça serait possible. Il faudrait en plus remplacer les certificats que les gens... C'est une chaîne à monter. Ouais. Donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui? Oui, effectivement.
ils peuvent jouer sur les tokens utilisés de telle façon qu'il y a un nombre limité de tokens. Celui qui arrive à gérer le nombre de tokens sur le nombre de flags, ben, c'est lui qui arrive à la fin, mais sinon, ça finit à la fin à la main. Ça veut dire, c'est manuel. Oui, effectivement. Cool. Oui. Mais toutes ces affaires-là de compter les tokens, c'est juste en réaction directe, je vais le donner après le micro. Tous les trucs de compter les tokens, tout ça, tu sais, premièrement, le monde, ils vont faire du tethering sur leur cellulaire, ils vont proxyer par là. Tu sais, la moitié de la salle, c'est des peut-être pas la moitié, mais le quart de la salle, c'est des pentesters. Aller chercher Internet quand tu es bloqué, c'est ça qu'ils font à tous leurs mandats. Tu sais, fait que ça peut pas marcher. L'autre avenue, ça serait d'avoir un partnership avec Anthropic. Moi, j'aimerais ça qu'on ait llm.nsec.ctf, puis qu'on dit au monde, tout va être gratuit si vous passez par là. Puis là, forcer les gens à faire ça. Puis là, on pourrait faire du comptage de tokens, tout ça. Donc, ceci est pour dire, si quelqu'un connaît quelqu'un chez Anthropic, j'aimerais ça lui parler. Parce que il 3 mois, j'ai écrit dans le formulaire web d'Anthropic, mais j'ai pas eu de réponse. Parce que je leur offre de brûler leur argent en échange d'une petite visibilité d'une conférence montréalaise. Tu sais. C'est ça. Et félicitations, je trouve super intéressant les projets. Et j'ai des questions techniques par rapport au RAG. Tu as mentionné que tu utilises Neo4j. Est-ce que tu as une ontologie spécifique pour structurer tes informations? Oui, c'est ça, justement. Tout repose sur l'ontologie et la relation entre les choses. Puis c'est souvent ça le problème en cyber, c'est que nos embeddings sont très axés sur des concepts de langage naturel. Puis les embeddings de cybersécurité s'appliquent. Les embeddings réguliers s'appliquent mal. Il y en a de plus en plus sur Hugging Face d'embeddings, justement là, pour trouver la relation des mots en cybersécurité entre eux. Puis oui, au niveau de l'ontologie, la relation entre les actions, là, c'est la base, justement. Là, mais c'est une ontologie conçue par toi? Oui, conçue par moi, custom. Okay. Ouais. Oui. Ah, il faut attendre le micro. Est-ce que dans le futur, vous pensez que la barrière d'entrée pour les personnes qui veulent participer dans des CTF va être plus élevée ou moins élevée? Bonne question. Je pense qu'elle est moins élevée maintenant en ce moment parce que avec peu de connaissances, tu peux te débrouiller. Là. Puis quand j'ai commencé à faire des CTF, c'était mes premiers. Puis le AI, je pense, venait d'arriver. Puis ça a vraiment été quelque chose qui nous a aidés, là, clairement. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, je pense que dans les CTF, c'est surtout la curiosité qui aide. Donc, peu importe tes outils. Mais c'est ça. Mais je pense que la barrière va être moins élevée, personnellement. Merci. Ouais. Par contre, la barrière, elle est monétaire. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Ce qu'on disait, c'est que ça rend aussi un déséquilibre dans ces compétitions-là parce que ceux qui ont plus d'argent peuvent investir du temps, de l'argent et tout versus un clivage. Exact. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Eric. Là, je suis d'accord avec toi, Eric. Ça joue sur l'argent à la fin, mais par contre, peut-être la seule monnaie qui ne peut pas jouer, c'est le temps. Ouais. Si on fait juste la dernière heure, là, que le AI par exemple, est alloué, juste la dernière heure des CTF, comme ça, le temps est le même pour tout le monde. Carnage à la dernière heure. Ah, c'est les bots qui se réveillent. Adjugé. Un gros merci Alain, merci à tout le monde. Un gros merci à tout le monde d'être là, c'est super rafraîchissant de voir autant de gens. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une salle complète comme ça. On est vraiment content de vous avoir ici, vous êtes toujours le bienvenu. On remercie également CyberEcho, puis les gens qui nous écoutent également en ligne. Donc un gros merci à tout le monde, puis merci à Alain.